Campagne provençale, hiver 2013. Tandis que ses voisins recouvraient leur potager de fines bâches, renforçaient leurs portes contre le vent glacial et déploraient le prix de l'eau, un homme creusait de profonds trous dans le terrain derrière sa maison. Seul, toujours à la même heure, il n'a jamais donné d'explication. La deuxième semaine, de vieux pneus ont commencé à apparaître, enfouis en cercle, suffisamment profondément pour disparaître du champ de vision habituel. Vous allez enterrer les ordures maintenant? Ou alors il est en train de creuser sa propre tombe. Cela empoisonne la terre, vous verrez. Il n'a pas répondu. Il a simplement continué son chemin. 3 rangées, puis 5, puis 11. Les rires se sont tus lorsque la température a chuté brutalement. Au 3e jour de froid continu, certains jardins ont complètement gelé. Racines mortes, plantes noircies et desséchées. Le village habitué à la sécheresse a vu le gel arriver pour la première fois depuis des décennies. Mais dans ce terrain étrange, les feuilles étaient encore vertes. Et pour la première fois, ils n'ont pas demandé « pourquoi ». Ils ont demandé « commentaire ». Dans ce village niché dans les montagnes calcaires, les habitants ont appris très tôt 2 règles. Planter comme ils l'avaient toujours fait et ne pas attirer l'attention sur eux. Les maisons étaient basses, en pierre claire, certaines avec des volets colorés écaillés. Les parcelles de terre entourées de grillages et de murets présentaient le même décor. Tomates, herbes aromatiques, laitues et parfois des figues. Quand ça marchait bien, ils les vendaient au marché d'Apto le samedi. Sinon, c'était le silence. Madame Lucette arrosait l'eau avec un petit seau, toujours à 6 heures du matin. Julien a nettoyé les bourgeons avec un chiffon humide. Monsieur Armand, le plus âgé des lieux, disait que bien planter signifiait ne faire que des bêtises. C'est dans ce contexte qu'Émile commença à travailler le sol. Il n'a parlé à personne. Il n'a pas demandé d'avis. Il creusait lentement, toujours au même endroit, chaque après-midi après être rentré de la collecte de ferraille. Il utilisait la même pelle tordue, le même bonnet crasseux, les mains toujours couvertes de terre et de rouille. Au début, ils ont cru que c'était une fosse septique, puis une citerne, jusqu'à l'invention des pneus. De l'autre côté du mur, Lucette fit ce commentaire avec ironie. Si vous y plantez des pommes de terre, elles pousseront et auront le goût de pneus. Julien riut alto. Armand secoua simplement la tête. À la foire, les conversations ont commencé. Ils disent qu'il enterre des ordures. Ou alors il a perdu la raison. Sa femme est partie, n'est-ce pas? Ça explique tout. Émile écoutait, mais il ne s'arrêta pas. Même lorsqu'un jour il s'est réveillé et a trouvé une banderole attachée au portail. Ici, ce n'est pas une décharge. Je n'ai rien dit. Il retira la banderole, la plaça à l'intérieur d'un des pneus et continua de creuser. Les pneus commencèrent à former des lignes, puis des courbes. Un motif étrange. Un matin, tandis qu'Émile arrosait les pneus avec un gallon d'eau, le petit-fils de Lucette s'arrêta de l'autre côté du mur. « C'est un potager » Émile ne répondit pas. Mais il a réussi à arracher du sol un jeune plant de bête à carde encore vivant, malgré une légère gelée nocturne. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Lucette a tiré son petit-fils. « Viens, mon petit. Ne touche pas. » Dans le village, tout le monde connaissait Émile, mais seulement comme une présence chantante. Veuf depuis des années, il acquiesçait d'un signe de tête. Il n'est jamais parti. Il ne s'est jamais plaint. C'était comme une pierre ancienne que personne ne remarquait, jusqu'à ce qu'on trébuche dessus. Le premier plant est mort le 2e jour. Émile s'agenouilla en silence. Le sol était trop froid, trop humide. Le lendemain matin, il a ajusté le pneu. Il a fait des trous d'évacuation d'eau. Dans l'après-midi, il a tenté une autre mue. Cette fois-ci, la coriandre a tenu 4 jours. Ce n'était pas suffisant, mais c'était différent. Et il a commencé à tester des variantes. Certains pneus sont apparents, d'autres sont recouverts. La nuit, il observait le mouvement de l'eau à l'aide d'une lampe de poche. Il corrigeait chaque erreur discrètement. Pendant ce temps, la radio annonçait des vents du nord, mais personne ne l'a pris au sérieux. Il n'a jamais neigé là-bas. Émile approfondit la logique des pneumatiques. La 3e semaine, il creusa un cercle plus grand, 3 pneus empilés l'un sur l'autre, remplis de pierres, de terre noire et de sciure. Par-dessus, une fine bâche. Julien passa par là et rit. Four ou tombeau? Émile abaissa prudemment la bâche. Les voisins ont remarqué autre chose. Ils n'achetaient plus de légumes. Même dans le froid, il y avait du vert. Lucette commente tout. J'ai vu des oignons verts. Julien a répondu. Bonne chance. Tout va geler la semaine prochaine. Mais il n'a pas gelé. Par la matinée la plus froide de février, alors que l'eau dans les seaux était glacée, Émile récolta 4 bottes de blettes. Personne n'a commenté. Mais ils ont regardé.
Au cours de la 5e semaine, il a construit un tunnel avec des pneus, recouverts d'une bâche et de pierres. Julien a crié. « Attendez-vous la fin du monde ?» Émile leva les yeux. « Non, j'essaie de ne pas tout perdre. » Julien riut. Mais la nuit, il restait immobile, observant la scène de l'autre côté de la rue. La radio disait maintenant « La saison froide pourrait durer. Pensez à une protection thermique. » Mais personne là-bas n'avait de serre. Émile avait des pneus. Et malgré ses défauts, il a continué. Le 38e jour, il a perdu un tunnel. La bâche a cédé. Il l'a reconstruite seul jusqu'après minuit. Le lendemain matin, il vira la nouvelle structure. Plus ferme, plus profond. Personne n'a commenté. Mais la nuit venue, 2 pneus sont apparus devant le portail. Puis 4, puis 12. Lucette passa à vélo. Elle fit semblant de ne pas regarder. Julien observait en silence depuis le balcon. Émile ne sourit pas. Il a simplement nettoyé les pneus et les a empilés. La nuit du 42, le vent a tourné. Un sifflement provenait du sud. La bâche principale s'était détachée. Les plantes étaient encore debout, mais le sol commençait à durcir. Émile essaya de les piéger avec des pierres, avec du fil de fer, avec de la corde. Tout était en train de s'effondrer. Puis il entendit une voix. « Tonton Émile ?» Era Paul, netto de Lucette. « Mamie est tombée. Elle ne peut pas se relever. » Émile a tout laissé. Mail. Lucette était par terre. Froid, trop léger. Le bois ne brûlait pas. Le poêle était éteint. Sans hésiter, Émile la prit dans ses bras. Felipe s'avança, ouvrant la voie. Dans l'arrière-salle, il avait improvisé un système de chauffage. Des couvertures, une double bâche, des bouteilles thermos recyclées. Paul murmura « Il fait chaud ici ». Émile hocha la tête. Mais au fond de moi, je le savais. Le parterre de fleurs était à découvert. Il est revenu en courant. La bâche s'était envolée. 2 plantes tombées. Son premier réflexe fut de s'accrocher, de ligoter. Mais cela s'est arrêté. Il respira. Il a observé. Et il a fait ce qu'il a toujours fait. Il a reconstruit, silencieusement. Il remarqua que le vent venait d'en bas. Il ne suffisait pas de le recouvrir. Il fallait le rediriger. Il a empilé des pneus dans un virage. Il utilisait de vieilles planches comme brise-vent. Le point d'ancrage de la bâche a été modifié. Il l'a refait. Et encore une fois. 3 heures plus tard, le vent soufflait toujours mais les inondations avaient cessé. De retour dans la chambre, il trouva Paul endormi, assis, tenant toujours la main de sa grand-mère. Lucette respira plus profondément. La couleur était revenue à son visage. Émile ne dit rien. Il resta là un moment observant la vapeur de son souffle s'élever lentement. Le lendemain matin, Julien se présenta à la porte. J'étais agité. Il rassemblait son courage pour parler. « Lucette, j'ai entendu dire qu'elle ne se sentait pas bien. » Émile hocha la tête. Julien baissa les yeux. « C'est moi qui ai accroché cette banderole à votre portail. » Silence. « Je voulais juste dire que si vous avez besoin d'aide avec les pneus, j'ai quelques outils à la maison. » Émile songea à répondre, mais il n'a pas répondu. Il vient d'ouvrir le portail, et il retourna dans le jardin. Le gel de la nuit précédente avait laissé sa marque, mais les pneus étaient toujours debout. Parfait. Nous entrons maintenant au cœur du voyage. La plus grande épreuve. La semaine suivante, ce qui n'était qu'inhabituel s'est transformé en crise. Le froid n'est pas parti. Au contraire, cela s'est aggravé. Les températures minimales étaient déjà inférieures à 0. Le sol, qui durcissait la nuit, paraissait désormais blanc le matin. Et un nouveau mot commença à circuler parmi les anciens du village. Neige. Ce n'était pas courant là-bas. Certains ont déclaré ne jamais l'avoir vu auparavant. D'autres ont dit oui une fois il y a longtemps, mais personne ne savait quoi faire. À la foire, la moitié des stands n'ont pas ouvert. Les agriculteurs ont commencé à tout perdre. Non seulement les feuilles, mais aussi les racines entières. Les fruits se sont desséchés. La terre s'est contractée. Julien a renoncé au potager. Armand a tout recouvert d'une bâche noire. Lucette était encore en convalescence et dormait désormais sous 3 couvertures, à l'intérieur de la maison d'Émile. Dans tout le village, le seul endroit où il restait de la verdure était cette étrange cour arrière. Et pourtant, Émile ne fêta rien. Je savais que le pire était à venir. Le sol autour des parterres de fleurs a commencé à se fissurer de l'intérieur, même sous les pneus. De la vapeur d'eau s'échappait. L'humidité auparavant maîtrisée commençait à disparaître. La structure a tenu bon, mais, pour la première fois, cela n'a pas suffi. C'est alors qu'Émile fit l'impensable. Le 51e jour, il a retiré tous les pneus du cercle central. Il l'a déterré. Il a creusé plus profondément. Il a enlevé les jeunes plants. Il a mis les racines à nu.
Il a provoqué ce qui semblait être des destructions, mais c'était de la préparation. Il a recouvert le sol de feuilles mortes, de bouteilles en plastique remplies d'eau chaude, et d'une double bâche par-dessus, puis il a remis les pneus. Il a tout réorganisé, couche par couche. Les voisins pensaient qu'il avait abandonné. Julien a commenté, même lui n'en pouvait plus. Mais le lendemain, la température est descendue à 3 degrés C, et pourtant, les feuilles de betterave, de persil et de coriandre étaient encore vivantes ce matin. La rumeur s'est répandue. Émile cultivait sous terre. Dimanche matin, à 7 heures, un groupe de voisins s'est présenté devant le portail. Personne ne dit rien pendant un moment. Ils n'ont observé que la vapeur s'élever du sol en minces filets. Ils inspirèrent l'air chaud qui provenait de l'intérieur des tunnels. Ils entendirent le bruit de l'eau qui goutte des bouteilles thermos. Lucette, désormais rétablie, apparut à la porte, une couverture enroulée autour du dos. Il regarda tout le monde. Il ne parlait à personne, mais il prenait soin de moi comme si j'étais de sa famille. Silence. Julien s'approcha. « Émile, pourrais-tu me montrer comment tu as fait ça ?» Émile le regarda. Puis les pneus. Il pointa du menton. Commencez avec 2 pneus, l'un à l'intérieur de l'autre. Gonflez-les à moitié. Laissez-les respirer. Armand prenait déjà des notes. Et la chaleur? Bouteille. Eau chaude avant la tombée de la nuit. Couvrir ensuite? Peu de mots. Des gestes. Peu à peu, les questions ont afflué. Émile répondit sans élever la voix. Il leur a montré. Il leur a indiqué où il s'était trompé. Cet après-midi-là, 3 voisins ont commencé à creuser. 2 personnes ont demandé à emprunter des pneus. D'autres sont venus simplement observer. Émile n'est pas devenu un chef, ni un héros, uniquement quelqu'un qui savait et qui n'avait pas d'objection à enseigner. Mais le test n'était pas encore terminé. Au petit matin du 55, une fine pluie verglaçante s'abattit sur le village. Les bâches se sont déchirées. Les plantes restantes sont mortes. Des entrepôts se sont effondrés sous le poids de la glace. Chez Émile, la chaleur persistait encore. Ce n'était pas confortable. C'était de la résistance. Le lendemain matin, une femme inconnue a frappé à la porte. Il avait un accent différent. Vieira de uma comuna vizinha. Il a entendu parler du jardin de pneus. Est-il vrai que ça fonctionne? Ça fonctionne assez bien. Elle resta silencieuse. Il faut que j'essaie. Plus rien ne pousse là-bas. Émile lui a donné 5 pneus. Il a montré par geste comment commencer. Elle le remercia. Et il est reparti sans savoir qu'il avait été témoin de quelque chose de plus grand qu'une simple technique. Dans le village, d'autres ont suivi. Mais aucun d'eux ne l'a fait de la même manière. Parce que personne ne savait exactement ce qu'il savait. Chaque pneu portait en lui une erreur passée. Ce n'était pas une question de matière. Il s'agissait d'avoir la patience d'essayer, d'ajuster et de recommencer, sans attendre d'applaudissements. Le 60e jour, le froid s'est un peu atténué. Pas de quoi faire confiance, mais suffisamment pour respirer. Le village, cependant, avait déjà changé. Les clôtures étaient tordues, les parterres de fleurs vides, la boue accumulée. Il n'y avait pas de solution plus juste, même pas la radio. Aucune prévision. Attendez. Et les pneus? Il y avait maintenant des pneus dans plus d'une cour, empilés au hasard. Certains n'étaient enterrés qu'à moitié. D'autres sont tordus, recouvertes d'un plastique trop fin. Tentative. Chez Julien, 2 cercles furent formés. Mais le sol était encore en train de durcir tôt le matin. Au fond de lui, il le savait, il y avait plus que le simple pneu. Ce qui manquait, c'était le temps qu'Émile a mis pour comprendre. Par un matin nuageux, Julien apparut à la porte. Il portait entre ses mains un jeune plant fané. J'ai essayé comme vous me l'avez montré. Ça n'a pas marché. La racine est morte. Émile se dirigea vers la porte. Il accueillit le jeune plant. Il tourna entre ses mains. Puis il lui fit signe d'entrer. Ils se sont rendus sur le chantier de construction situé au nord. Émile creusa avec ses mains. Il planta le jeune plant. Il l'a recouvert de feuilles mortes. Il a ajusté le pneu. Puis il se tut. Julien regardait. Et ça va marcher? Émile le regarda. Mais il n'a pas répondu. Il a simplement ajusté la bâche par-dessus. Ce soir-là, Julien est revenu avec 2 pneus propres. Il les laissa appuyer contre le portail. Dans les jours qui suivirent, ce jardin cessa d'être un simple lieu. Il est devenu un point de transit. Des gens venus de l'extérieur de la région ont commencé à arriver. Un fermier de la ville voisine, 2 femmes d'une coopérative, un professeur d'école technique. Tout le monde voulait le voir. Émile ne préparait rien. Il n'affichait que ce qui était disponible. Interrogé, il répondait. Lorsqu'il faisait une erreur, il les corrigeait par geste.
C'est lors d'une de ces visites qu'un des enfants du village, celui-là même qui s'était moqué de lui des mois auparavant, a pointé du doigt les tunnels. On dirait une fourmilière, mais avec de la nourriture. Émile sourit. Pour la première fois, Lucette servit alors le thé aux visiteurs. Paul expliquait comment les bouteilles chauffées offraient une protection la nuit. Julien aidait à rénover les parterres de fleurs. Personne ne les a remerciés à voix haute, mais tout le monde est revenu. Et chaque pneu enterré comportait une requête implicite. Enseigne-moi. Au fil du temps, ce qui n'était autrefois qu'une cour arrière est devenu un point de repère. Par un après-midi gris, Émile empilait des pneus sur la propriété de Julien lorsqu'un jeune homme arriva à moto. Il portait un gilet orné de l'emblème de la mairie. Il tenait à la main une simple enveloppe timbrée. « Monsieur Émile ? Sûr, nous avons entendu parler de votre création. Nous mettons en place un projet pilote pour les communautés vulnérables. Nous aimerions que vous y participiez. » Émile s'essuya la main sur le linge qu'il portait à la ceinture. « Je n'ai rien créé. J'essayais juste de ne pas tout perdre. » Le garçon sourit. « C'est déjà plus que ce que beaucoup de gens ont fait. » Il lui a remis l'enveloppe. « Il y a une invitation à l'intérieur. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous présenter. » Émile mit le papier plié dans sa poche. Il ne fit aucune promesse. Le dimanche suivant, Julien est passé pour annoncer aux gens que les habitants se rassembleraient sur la place. Ils veulent avoir de vos nouvelles. Pourquoi ? Julien hésita. Parce que plus personne n'a le courage de rire. Silence. Émile ne répondit pas. Mais le jour convenu, il s'est présenté, avec les mains sales, la même casquette crasseuse et un jeune plant de coriandre vivant dans les mains. Il l'a posé à terre, au centre du cercle formé par les habitants. Il a pointé du doigt. C'est le premier qui a tenu bon. Puis il a montré comment il l'avait planté, comment il a failli perdre. Il a réessayé. Chaque mot contenu dans ces mots faisait ressurgir un souvenir. Les moqueries, la bannière sur le portail, le silence des matins froids, le corps léger de Lucette dans ses bras. Mais rien de tout cela n'a été dit. Cela a été montré, compris. Quand le froid s'est vraiment dissipé, il n'y a pas eu de fête. Le ciel s'est progressivement dégagé. Le vent affaibli. La terre avait de nouveau une odeur. Mais tout était différent maintenant. La foire est revenue, plus petite. Les plantations réapparurent timidement. Les maisons, marquées par l'effort. Dans chacun d'eux, il manquait quelque chose. Sauf un. Dans le jardin d'Émile, les tunnels étaient toujours là. Les pneus, le toit de fortune. Les bouteilles ont été lavées. Mais désormais, en plus des récoltes, il y avait des gens. Des enfants viennent apprendre. Lucette enseigne des recettes utilisant des feuilles robustes. Julien aide à réorganiser les parterres de fleurs des autres. Paul guidant les visiteurs. C'était le premier pneu. On a failli le perdre. Mais il nous a sauvés. Plus personne ne qualifie ça de déchet. Il le qualifiait de mannequin. L'école locale a demandé l'autorisation d'effectuer des visites. Le professeur de sciences a commencé à utiliser des termes comme microclimat, accumulation thermique et technique courante. Émile se contenta d'acquiescer ou d'écouter en silence. Tous les 2 jours, une nouvelle personne frappait à la porte. Des personnes venant de l'extérieur de la région, des villages voisins, de beaucoup plus loin. Ils étaient venus constater de leurs propres yeux comment la fatigue et la patience permettaient de résister à ce qu'aucun plan officiel n'avait prévu. Émile n'a jamais écrit de manuel, mais quelqu'un l'a écrit pour lui. Après 5 visites, un technicien de la coopérative a tout consigné dans un carnet. La méthode silencieuse. Émile il a corrigé 3 choses. Il signa de sa main, salle de terre. Un samedi, la mairie a envoyé une plaque de reconnaissance. Il n'a pas assisté à la cérémonie. Mais dimanche, quelqu'un a discrètement collé un mot sur le portail. Ici a résisté ce que tout le monde croyait impossible. Julien est passé par là ce jour-là. Il regarda le panneau. Puis il regarda Émile. « Vous allez laisser ça là ?» Émile haussa les épaules. Le pneu n'a pas besoin de plaque pour fonctionner. Au final, ce n'est pas le pneu qui a permis à la vie de survivre là-bas. C'était le temps qu'il avait passé à creuser sans savoir si cela fonctionnerait, la patience de faire des erreurs sans public, le courage de continuer à être traité de fou, le choix de ne pas s'expliquer. C'est peut-être cela qui nous protège vraiment. Une intention silencieuse, faite de soins répétés, pas de promesses, pas d'applaudissements. Parce que lorsque tout autour a gelé, ce n'est pas le matériau qui a sauvé la situation, c'était le geste. Fait 1 fois, 2 fois, 50 fois. Et quand ils ont ri, ils creusaient. Quand ils doutaient, ils arrosaient. Et lorsqu'ils ont demandé de l'aide, la porte était déjà ouverte.